Fermez les yeux. Avant même de être une personne, vous étiez une marchandise. Un produit. Un investissement pour ainsi dire, avec sa propre politique de retour et sa garantie limitée. Laissez le monde moderne s'estomper, s'effacer comme une tache d'encre sur un parchemin humide. Sentez le sol dur et froid sous vous. Ce n'est pas un lit, non, c'est un simple lit de paille, rêche et piquant, qui a déjà servi à bien d'autres avant vous. L'air que vous respirez est lourd, épais, saturé de l'odeur de la sueur, de la peur, et de la résignation d'une dizaine de corps entassés dans cette pénombre. Une odeur aigre et humaine, presque animale. Dehors, les premiers bruits timides d'une ville qui éveille à peine percent le silence. Lutèce. Ce nom ne vous dit peut-être rien encore. Mais ces rues boueuses attendent déjà l'empreinte de vos pieds nus. Autour de votre cou, vous sentez un poids inhabituel, un frottement constant contre votre peau. C'est une petite planchette de bois, une astérisque tabula, suspendue par une corde rugueuse. Ce n'est pas un bijou, ni une amulette. C'est votre fiche technique. Votre curriculum vitae simplifié à l'extrême. Y sont gravés votre âge approximatif, votre origine, vos quelques talents si vous en avez, et surtout, les clauses de la vente. C'est là, dans ces quelques lignes maladroitement taillées, que se joue votre destin. Cette planchette est une promesse pour l'acheteur, une assurance qualité. Elle garantit que vous n'êtes pas un produit défectueux, que vous ne souffrez pas de tares invisibles qui pourraient annuler la transaction. Un peu comme la certification d'un appareil électronique d'occasion, mais avec infiniment plus de conséquences si le service après-vente doit être contacté. La matinée étire lentement, sans la douce chaleur du soleil. Une lumière grise et laiteuse filtre à travers les fentes d'une porte en bois brut. Elle ne révèle que des silhouettes, des ombres recroquevillées qui toussent et murmurent dans des langues diverses. Le seul son clair est celui, rythmé et lointain, d'un marteau frappant du métal. Ou peut-être le grincement lancinant d'une roue de charrette s'enfonçant dans la boue éternelle. Vous recevez votre ration. Un morceau de pain dur comme de la pierre, et une écuelle d'eau tiède au goût de fer. C'est le carburant nécessaire pour que la machine fonctionne. Il ne s'agit pas de vous nourrir, mais de vous maintenir en état de marche. Chaque bouchée est difficile, chaque gorgée vous rappelle le froid qui semble être installé au creux de vos os, un froid que ni la paille ni la proximité des autres corps ne parvient à chasser. Puis, la porte s'ouvre dans un grand fracas. La lumière vous aveugle un instant. Un homme dont le visage est une carte de rides et d'ennui vous saisit par le bras. Sa poigne est ferme, impersonnelle. Il ne vous regarde pas comme une personne, mais comme un objet à expertiser. Il vous force à ouvrir la bouche, inspecte vos dents une par une, tâte vos gencives. Des dents saines et blanches sont un signe de jeunesse et de bonne santé, un argument de vente majeur. Il vous fait tourner, examine votre dos à la recherche de cicatrices de fouet. Trop de zébrures pourraient suggérer un caractère rebelle, une tendance à la fuite, ce qui ferait baisser votre prix et compliquerait la vente. C'est un contrôle qualité glacial méthodique, où votre humanité est disséquée et évaluée en termes purement commerciaux. Vous êtes ensuite poussé dehors. Le choc est brutal. L'air frais de l'après-midi chargé de l'odeur de la pluie et du fumier vous frappe le visage. Les rues de Lutèce ne sont pas pavées, mais constituées d'un mélange infâme de terre, de paille et de détritus en tout genre. La boue vous monte jusqu'aux chevilles, froide et visqueuse. Le bruit est assourdissant. Des cris de marchands, des aboiements de chiens, des rires grasses, échappant d'une taverne. Le martèlement des sabots sur les quelques planches jetées en travers des plus grandes flaques. Les maisons à colombage semblent se pencher les unes vers les autres au-dessus de votre tête, comme pour étouffer le peu de ciel visible. Vous avancez en file, une procession silencieuse de marchandises vivantes, au milieu du chaos indifférent de la vie quotidienne. Vous arrivez sur la place du marché. C'est un tourbillon de couleurs, d'odeurs et de sons. D'un côté, des étals de légumes, de l'autre, des cages contenant des poules caquetant, ou un ours triste dansant au son d'une flûte. Et au centre, sur une estrade en bois légèrement surélevée, vous et les autres. Vous êtes désormais exposés. Le public, les acheteurs potentiels, déambulent, vous jaugent du regard, s'approchent parfois, pour vous tâter un muscle, ou vérifier la clarté de vos yeux. Vous êtes plus qu'un corps offert à l'inspection, à côté d'un lot de poterie gauloise, et d'un tonneau de vin importé. La seule chose qui vous distingue, c'est cette planchette qui pend à votre cou, ce petit écriteau qui résume votre existence, et offre une garantie contre les vices cachés. Si cette ambiance vous plaît vraiment, un petit pouce levé suffit. Ce fameux vice caché, le plus redouté, est le astérisque mal sacré astérisque. Épilepsie, une crise en public, et la valeur marchande s'effondre. C'est le défaut de fabrication ultime, celui qui justifie un remboursement immédiat. Écriteau est donc un contrat, une déclaration sur l'honneur du vendeur que vous êtes exempt de cette tare, que vos circuits internes sont stables.
Il assure aussi que vous n'êtes pas un fugueur chronique, ce qui serait considéré comme un manquement à votre fonction première. C'est une transaction encadrée, presque civilisée dans son administration de la déshumanisation. Le soir commence à tomber, le ciel prend des teintes violacées, et la foule éclaircie. Le froid revient, plus mordant. Vous restez là, debout, attendant, tandis que les marchands remballent leurs étals et que les tavernes s'illuminent de la lueur chaude des torches. La nuit est longue. Vous n'êtes pas vendu aujourd'hui. Vous êtes ramené dans l'obscurité de l'enclos, avec la même paille, la même odeur, la même promiscuité. La seule différence est le silence. Un silence lourd, seulement troublé par la toux d'un voisin, ou le cri lointain d'un octambule ivre. La faim tenaille votre estomac, mais c'est la fatigue qui l'emporte. Une fatigue immense, qui pèse sur vos paupières et engourdit vos membres. Vous vous abandonnez au sommeil, non pas parce qu'il est réparateur, mais parce qu'il est une fuite, une brève annulation de votre condition. Dans le noir vous êtes plus une marchandise, plus un corps à vendre, vous êtes plus rien. Et dans ce néant temporaire il y a une forme étrange de paix. Commentez l'heure à laquelle le sommeil vous a emporté. Demain, le marché recommencera. Le lendemain matin ne se distingue du précédent que par une seule infime variation dans le grand ballet de la misère. Le même goût de fer dans l'eau, le même pain qui menace de vous briser une dent, la même lumière grise et indifférente. Mais lorsque la porte s'ouvre, ce n'est pas seulement l'ennui que vous lisez sur le visage du gardien, mais une forme de finalité. Un doigt se pointe vers vous. Pas de mots. Juste un geste. C'est votre tour. La transaction est d'une simplicité désarmante. Une poignée de sesterces qui change de main avec un cliquetis-mat, le bruit d'une vie qui bascule. Votre nouveau propriétaire ne vous accorde pas un regard. Il s'appelle Lucius, mais vous ne le saurez que bien plus tard. Pour l'instant, il n'est qu'une main rêche qui saisit la corde autour de votre cou et vous tire hors du marché, comme on emmène un animal récalcitrant. Votre nouvelle vie commence, non pas avec un espoir, mais avec la certitude que l'inconnu ne peut être qu'une autre nuance du désespoir. Vous êtes conduit à travers un dédale de ruelles encore plus sordides, jusqu'à un vaste enclos boueux derrière une boulangerie dont la chaleur et l'odeur de pain frais semblaient être une forme de torture ironique. C'est ici que s'organise l'univers de Lucius, un petit empire de labeur et de sueur. Vous n'êtes pas destiné à un seul travail, mais à la polyvalence des misérables, un bouche-trou pour les besoins du jour. Votre première vision est celle des mineurs. Ils ne travaillent pas ici, mais ils y vivent. Vous les voyez rentrer au crépuscule, ou plutôt, vous voyez des silhouettes noires se détacher de la pénombre, le visage et le corps si couverts de poussière de charbon, qu'ils semblent être des ombres solides. Le seul blanc que vous distinguez est celui de leurs yeux et de leurs dents, créant des masques tragiques et grotesques. Leur tout est un son rauque, caverneux, comme si la mine elle-même était logée dans leur poitrine et continuait de gratter leurs poumons de l'intérieur. Leur journée commence bien avant l'aube, une descente dans les entrailles froides et humides de la terre, loin de la lumière blafarde de Lutèce. Imaginez le silence, un silence total, absolu, seulement brisé par le tintement métallique et régulier de votre pic contre la roche. C'est la seule musique de votre existence, un rythme qui scande les heures, les jours, les années. Le geste est toujours le même. Levez le pic, abattre, sentir le choc remonter le long de vos bras, de vos épaules, jusqu'à votre nuque. L'air est lourd, vicié, saturé de cette fine poussière noire qui se dépose sur votre langue, dans votre gorge, qui s'infiltre partout. Vous respirez la mort à petites goulées. Votre seule lumière est celle d'une minuscule lampe à huile, dont la flamme vacillante projette des ombres dansantes et monstrueuses, transformant la galerie en un tunnel infini peuplé de fantômes. La pause est brève, un moment suspendu dans les ténèbres. Vous vous asseyez sur une pierre humide, le dos contre la paroi froide, et vous mâchez lentement un morceau de pain noir, aussi sombre que la roche qui vous entoure. Il a le goût de la poussière et de votre propre sueur. L'eau dans votre gourde est tiède et fade. Il n'y a pas de conversation, juste le son des respirations difficiles et des toux grasses de vos compagnons. Chacun est seul dans sa propre obscurité, perdu dans le souvenir lointain du soleil. Puis le contremaître frappe une pierre avec son marteau, et le son sec résonne dans la galerie. La pause est terminée. Le rythme reprend. Levez, abattre, respirez la poussière. Le danger est constant. Un compagnon silencieux. Un simple craquement dans le boisage au-dessus de votre tête, un éboulement soudain. Et votre existence se termine ici, dans le noir, sans même un cri pour marquer votre passage. À la surface, dans un hangar balayé par les courants d'air, un autre son domine. Le bourdonnement incessant des fuseaux. C'est le monde des fileuses. Des femmes et des jeunes filles assises sur des bancs de bois brut, le dos courbé, les doigts agiles mais usés transformant la laine brute en fil. L'air est épais, rempli de particules de laine qui flottent comme une neige sale, et irritent la gorge. L'odeur est celle de la graisse de mouton, une senteur lourde et animale qui imprègne les vêtements, la peau, les cheveux. Le mouvement est hypnotique,
une danse sans fin des mains qui tirent, tordent, enroulent le fil sur le fuseau qui tourne, tourne, tourne. C'est une tâche qui exige une concentration totale, car le moindre relâchement brise le fil et attire les foudres du surveillant. Une erreur de production, un rendement insuffisant, et c'est la ration du soir qui est diminuée. Le temps écoule au rythme du fil qui s'allonge. Les doigts deviennent secs, crevassés, parfois ils saignent, mais le geste ne s'arrête pas. Une jeune fille, pas plus âgée que 12 ans, a le regard vide, fixé sur son fuseau tourbillonnant. Elle ne voit plus la laine, elle ne sent plus les coupures. Son esprit s'est évadé, laissant son corps fonctionner en pilote automatique, une petite machine humaine parfaitement rodée. Sa voisine, une femme plus âgée, a les articulations des doigts noueuses et déformées par des années de ce même mouvement répétitif. Elle souffre en silence, chaque torsion du fil lui envoyant une décharge de douleur dans la main. Mais elle continue, car s'arrêter c'est ne plus être utile. Et ne plus être utile c'est une condamnation bien plus terrible que la douleur elle-même. C'est le bruit blanc de l'Antiquité, une mélodie de la servitude qui endort l'âme. Le repas est apporté sur place, une écuelle de bouillie de céréales tièdes, sans sel, sans saveur. On la mange rapidement, d'une main, l'autre gardant précieusement le fuseau à portée. Pas le temps de se délasser le dos, pas le temps de discuter. Juste quelques minutes pour avaler le strict nécessaire avant que le bourdonnement ne reprenne. Implacable. Le soleil baisse à l'extérieur, mais ici, la lumière ne change pas. Des lampes à huile sont allumées, projetant une lueur jaunâtre et fumeuse qui rend l'air encore plus irrespirable. La journée de travail étire bien après le coucher du soleil, jusqu'à ce que les doigts soient trop engourdis et les yeux trop fatigués pour distinguer le fil. C'est seulement à ce moment-là que le silence se fait. Un silence soudain et presque choquant, qui laisse les oreilles bourdonnantes. Non loin de là, une chaleur suffocante échappe d'un bâtiment bas. C'est la boulangerie. Le travail y commence au milieu de la nuit, dans une obscurité à peine troublée par la lueur rougeoyante du four. Le boulanger, un homme massif aux bras couverts de cicatrices de brûlure, est déjà à œuvre. Son corps luit de sueur, alors qu'il pétrit une énorme masse de pâte dans un pétrin en bois grand comme une baignoire. Le geste est puissant, rythmé. Il pousse, replie, écrase la pâte avec tout le poids de son corps. C'est un combat physique, une lutte contre la matière inerte, pour lui donner vie. L'air sent la farine, la levure, et cette odeur âcre de la sueur qui coule sur le sol et se mêle à la poussière. Il n'y a pas de place pour la finesse ici, seulement pour la force brute et l'endurance. Quand la pâte est prête, il la divise en pâtons avec une rapidité et une précision qui trahissent des années de pratique. Chaque geste est mesuré, économique. Puis vient le moment le plus délicat et le plus dangereux, l'enfournement. Armé d'une longue pelle en bois, il glisse les pains dans la gueule béante et ardente du four. Une vague de chaleur intense lui frappe le visage, lui brûle les sourcils, lui sèche la gorge en un instant. Il doit agir vite pour ne pas se brûler gravement. Il referme la lourde porte de pierre et attend. Pendant ces quelques minutes de cuisson, il n'y a pas de repos. Il prépare déjà la fournée suivante, nettoie le pétrin, alimente le feu. Le cycle est sans fin, une course contre la montre pour nourrir une ville qui éveillera bientôt, affamée. L'odeur du pain qui cuit est un supplice. C'est une promesse de réconfort et de satiété, à laquelle il n'aura que très partiellement droit. Sa récompense, après des heures de labeur dans une chaleur infernale, sera un des pains les moins réussis, un peu trop cuit ou mal levé. Le meilleur est pour la table de Lucius et pour la vente au marché. Il le sait. Et il l'accepte avec une résignation silencieuse. Il voit les pains dorés et croustillants sortir du four, il les aligne sur les étagères, mais son estomac, lui, gargouille. À la fin de sa journée, alors que le reste de la ville commence la sienne, il s'effondre sur une paillasse dans un coin de la boulangerie. Le corps endolori, la peau rougie par la chaleur. Et s'endort d'un sommeil de plomb. Un sommeil sans rêve. Peuplé seulement par l'odeur entêtante du pain qu'il ne mangera jamais. Plus loin, près de la rivière, le froid et l'humidité règnent. Ce sont les pêcheurs. Leur journée aussi a commencé dans le noir, sur les eaux froides et boueuses de la Seine. Vous les voyez revenir, leurs barques plates chargées de filets, et, si les dieux ont été cléments, de quelques poissons argentés qui se débattent faiblement. Leurs vêtements sont perpétuellement trempés, leurs mains sont rouges, boursouflées, tailladées par les lignes et les écailles. L'odeur de la vase et du poisson colle à eux, une odeur que même les pluies les plus fortes ne parviennent pas à laver. Ils ne parlent pas. Leurs visages sont burinés par le vent et le froid. Leurs yeux plissés à force de scruter la surface de l'eau. C'est un travail de patience et de souffrance, où la récompense est toujours incertaine. Le geste principal est celui de tirer. Tirer sur les rames pour remonter le courant. Tirer sur les lourds filets gorgés d'eau, de boue et parfois, de quelques poissons. La tension se propage dans leurs bras, leurs épaules, leur dos. Chaque traction est un effort qui leur arrache un grognement. Le froid de l'eau s'infiltre à travers leurs bottes,
engourdit leurs pieds, remonte le long de leurs jambes. Ils restent debout pendant des heures dans la barque qui tangue, près les ailes, équilibre précaire, le regard perdu dans le brouillard matinal qui s'accroche à la rivière comme un linceul. Parfois le filet remonte presque vide. C'est la pire des frustrations. Des heures de travail pour rien. La colère monte, silencieuse, mais elle est aussitôt ravalée. Il n'y a pas le temps pour la colère, il faut relancer le filet, encore et encore. Leur repas est frugal. Un poisson, le plus petit, celui qui ne se vendra pas, grillé sur un petit feu de bois sur la berge. Ils le mangent avec les doigts, le sel de leur sueur se mêlant à la chair fade du poisson de rivière. Ils regardent l'eau couler, cette même eau qui leur donne de quoi vivre et qui, en même temps, leur ronge la santé. Ils connaissent chaque courant, chaque banc de sable, chaque caprice de la rivière. C'est leur royaume et leur prison. Le soir, ils rentrent à l'enclos, puant le poisson et l'humidité. Et écroulent sur leur paillasse, les mains trop endolories, pour même se fermer complètement. Dans leur sommeil, ils sentent encore le balancement de la barque, un mouvement perpétuel qui les berce dans un océan de fatigue. Demain, la rivière les attendra, indifférente. Puis il y a les plus petits, les plus agiles. Les ramoneurs. Vous voyez un garçon, à peine assez grand pour atteindre votre taille, le visage si noir de suie qu'on ne pourrait le distinguer d'un enfant venu d'Éthiopie. Il est maigre, presque squelettique, une condition nécessaire pour se faufiler dans les conduits de cheminée étroits et tortueux. Son travail est un cauchemar claustrophobe. Il s'enfonce dans l'obscurité totale d'un conduit, les genoux et les coudes écorchés par la brique rugueuse, la suie lui emplissant la bouche, le nez, les poumons. Il grimpe, se contorsionne, gratte les parois avec sa petite brosse, faisant tomber des paquets de suie qui manquent de lin, étouffé. La peur est sa compagne constante, la peur de rester coincé, la peur de tomber, la peur du feu qui pourrait être mal éteint en bas. Chaque cheminée est un nouveau défi, un nouveau labyrinthe de suie et de ténèbres. Parfois il reste coincé. La panique le saisit, son cœur bat à tout rompre dans la cage étroite de sa poitrine. Il doit se calmer, respirer lentement l'air vicié, et trouver un moyen de se dégager, millimètre par millimètre. La seule récompense à cette ascension terrifiante est l'arrivée au sommet. Pour quelques instants, il peut sortir la tête de la cheminée et respirer l'air frais, voir le ciel, les toits de la ville qui, étendent à ses pieds. C'est un moment de liberté intense et fugace, une bouffée d'oxygène, avant de devoir replonger dans l'abîme noir. C'est pour ce bref instant qu'il endure tout le reste. C'est sa petite parcelle de ciel, volée à un monde qui ne lui offre que l'obscurité. Son repas est une croûte de pain mangée sur un toit, les jambes pendant dans le vide. Il ne descendra que lorsque toutes les cheminées du quartier seront propres. Le soir, il rentre, épuisé, et tente de se laver dans un baquet d'eau froide. L'eau devient instantanément noire, mais la suie reste incrustée dans les pores de sa peau, sous ses ongles, dans les plis de ses paupières. Il tousse, une toux sèche et sifflante qui ramène des crachats noirs. Il sait, d'instinct, que ce travail le tue à petit feu, que ses poumons se transforment lentement en pierre. Mais il est petit et agile, et c'est là sa valeur. Alors demain, il s'enfoncera à nouveau dans une autre cheminée, pour un autre bref aperçu du ciel. Sur les routes boueuses qui mènent à la ville, le son dominant est le grincement des roues et les jurons des charretiers. Ce sont des hommes robustes, tannés par le soleil et la pluie, dont le travail consiste à persuader des mules têtues ou des bœufs placides de tirer des charges absurdement lourdes. Leur journée est une succession de cris, de coups de fouet et d'efforts physiques intenses pour dégager une roue coincée dans une ornière. Le charretier vit dans une relation de haine et d'amour avec ses bêtes. Il les insulte, les frappe. Mais il est aussi le premier à vérifier qu'elles ont assez d'eau et de foin. Il sait que sa propre survie dépend de la leur. Son corps est un outil, constamment sollicité pour pousser, tirer, soulever. Son dos est une carte de douleur chronique, ses mains sont des étaux de cornes. La monotonie du trajet n'est rompue que par les obstacles. Une pente trop raide, une flaque de boue qui ressemble à un petit lac. Une autre charrette qui bloque le passage. Chaque incident est une épreuve de force et d'ingéniosité. Il faut décharger une partie des marchandises, caler les roues, pousser avec les bêtes dans un effort commun et désespéré. La sueur coule, se mêle à la boue qui éclabousse son visage. Le langage est brut, direct, une litanie de jurons qui semble être la seule façon de communiquer avec un monde hostile. Il n'y a pas de gloire dans ce travail, juste la satisfaction sourde d'arriver à destination, de livrer la cargaison, et de savoir que demain il faudra faire le chemin inverse, avec une autre charge tout aussi écrasante. Son repas est pris sur le bord de la route. Un oignon cru, un morceau de fromage sec et du pain, avalé à la hâte, en gardant un œil sur les bêtes et la cargaison. Il s'assied sur le timon de sa charrette, le regard vide, mâchant lentement, le corps vibrant encore des secousses de la route. Le monde se résume pour lui à la croupe de son animal et à la route qui, étire devant lui.
Le soir, il dort souvent à la belle étoile, près de sa charrette, enroulé dans une couverture rêche, le sommeil léger, prêt à se réveiller au moindre bruit suspect. Il rêve de routes plates et sèches, un paradis inaccessible, qui évanouit au premier chant du coq. Enfin, il y a les femmes de la Phulonica astérisque, la teinturerie. C'est peut-être le travail le plus répugnant. L'odeur vous saisit à la gorge bien avant que vous n'entriez. Une puanteur insoutenable d'ammoniac, car c'est avec de l'urine humaine, collectée dans des amphores publiques, qu'on lave et dégraisse la laine. Les femmes, les tuniques relevées jusqu'aux cuisses, passent leur journée à piétiner le linge dans de grandes cuves remplies de ce liquide infâme. Leurs pieds et leurs jambes sont perpétuellement immergés dans ce bain corrosif. La peau est irritée, rougie, souvent couverte de plaies qui s'infectent. Le bruit est celui d'un piétinement constant, un flop-flop liquide et écœurant, qui se mêle à leur chant mélancolique, une façon de donner un rythme à l'horreur, et de faire passer le temps. Leurs mouvements sont synchronisés, une chorégraphie macabre, dans des cuves d'urine. Elles se tiennent aux barres de bois fixées au-dessus des cuves pour garder, l'équilibre, le corps se balançant d'avant en arrière, encore et encore. La vapeur qui s'évaisse, élève du liquide leur pique les yeux et la gorge. Elles ne parlent presque pas. La communication se fait par le regard. Un regard de fatigue, de résignation, mais aussi de solidarité. Elles partagent la même puanteur, la même douleur, la même absence d'avenir. Elles sont les nettoyeuses de l'ombre, celles qui permettent aux riches de porter des toges d'un blanc éclatant, au prix de leur propre santé et de leur dignité. C'est l'envers du décor, la face sale et malodorante du luxe romain. Leur pose est courte. Elles s'assoient sur le bord des cuves, les jambes pendantes, essayant de manger un quignon de pain, sans que leurs mains, imprégnées de l'odeur, ne contaminent la nourriture. C'est impossible. Tout a le goût et l'odeur de l'urine. Le soir, elles se rincent les jambes à l'eau froide, une maigre consolation pour leur peau à vif. Elles rentrent à l'enclos, et leur odeur les précède, créant un cercle de vide autour d'elles. Personne ne veut s'approcher. Elles sont des parias parmi les esclaves, marquées par la puanteur de leur labeur. Et demain, avant même que le soleil ne soit levé, elles retourneront dans leur cuve, pour piétiner le linge sale de la ville dans le détergent le plus naturel et le plus humiliant qui soit. Le cycle recommencera. Identique, implacable. Dans cet univers de labeur incessant, chaque métier possède sa propre signature de la mort, sa manière unique et personnelle de vous rappeler que votre corps n'est qu'un outil périssable, un bien de consommation, avec une date d'expiration non garantie. Vous avez vu les mineurs, ces ombres crachant de la poussière. Mais vous n'avez pas encore senti la vibration sourde qui parcourt la roche, juste avant que le monde ne s'effondre. Imaginez le craquement sinistre d'un été en bois qui cède, un son sec et final dans le silence de la terre. Il n'y a pas de cri, pas le temps. Juste une pression immense, un poids inimaginable qui vous écrase, vous compresse, vous intègre à la géologie du lieu. Vous devenez un fossile instantané. À la surface, Lucius fera ses comptes. Le coût pour dégager la galerie et récupérer les corps, est-il inférieur à la valeur des esclaves perdus ? La réponse est presque toujours non. Votre vie s'achève sur une simple décision comptable. Votre valeur marchande vient de tomber en dessous du coût de l'excavation. La chaleur du four du boulanger, qui vous semblait si cruelle, recèle aussi ses propres pièges. Le sol est souvent glissant, couvert d'une fine couche de farine et de graisse. Un faux pas, une perte d'équilibre, et votre main, votre bras, ou pire, votre visage, rencontre la porte en fonte du four, ou plonge dans un chaudron d'eau bouillante destiné à créer de la vapeur. La douleur est fulgurante, absolue. Elle efface toute autre pensée. Le son est un sifflement horrible, celui de votre propre peau qui grille. Il n'y a pas de trousse de premier secours, pas de pommade antiseptique. Le traitement consiste en une poignée de cendre froide jetée sur la plaie pour arrêter le saignement, ou une toile d'araignée pour tisser la peau. L'infection qui suivra, lente et purulente, sera bien plus douloureuse que la brûlure elle-même, une agonie qui se prolonge sur des jours, transformant votre bras en une masse enflée et inutile. La gangrène est une critique culinaire particulièrement sévère. Dans la Phulonica astérisque, le danger n'est pas aussi spectaculaire, mais il est plus insidieux. Il s'infiltre en vous. L'ammoniac qui se dégage de l'urine en décomposition n'irrite pas seulement vos yeux et votre gorge, il attaque lentement mais sûrement vos poumons. Mais le véritable enfer est pour votre peau. Chaque petite coupure, chaque éraflure sur vos pieds ou vos jambes, devient une porte d'entrée pour les bactéries qui pullulent dans ce bain immonde. Les plaies ne guérissent jamais. Elles suppurent, élargissent, se transforment en ulcères rongeurs qui dévorent la chair jusqu'à l'os. Vous voyez des femmes aux jambes couvertes de bandages sales, qui boitent et grimacent à chaque pas, continuant pourtant de piétiner, car s'arrêter signifierait être jugé inapte. C'est une lente dissolution, un démembrement chimique au ralenti. Vous devenez la preuve vivante que la propreté est un concept très
très relatif. Et puis il y a les nouveaux chantiers qui s'élèvent partout dans Lutèce. Des villas pour de riches marchands, des entrepôts. Le travail en hauteur se fait sur des échafaudages qui défieraient l'imagination de tout ingénieur moderne. De simples planches de bois, souvent à moitié pourries, posées en équilibre sur des poteaux mal ancrés dans la boue. Vous êtes là-haut, portant une lourde pierre ou une amphore de mortier, le vent siffle à vos oreilles, la ville étend à vos pieds comme une maquette sale. Une planche glisse. Un instant de vertige, une seconde où le temps semble s'arrêter. Vous ne criez pas. Vous n'en avez pas le souffle. C'est une chute silencieuse, presque gracieuse, qui se termine par un bruit mat et humide sur le sol. En bas, les passants jettent un regard curieux, peut-être un peu dégoûté, avant de continuer leur chemin. Votre mort est une distraction de quelques secondes dans leur journée. À Lutèce, la loi de la gravité est appliquée avec beaucoup plus de rigueur que n'importe quelle autre. Si par miracle vous survivez à votre journée de travail, ne croyez pas être en sécurité, le danger vous attend dans votre écuelle. La nourriture est une autre forme de roulette russe. Ce pain si dense et lourd, que vous rongez avec difficulté, n'est pas fait que de blé. Pour augmenter le poids et réduire les coûts, le boulanger y a généreusement ajouté de la craie, de la poudre de fèves, de la sciure de bois, voire un peu de plâtre. Chaque bouchée est un effort pour vos intestins, un ciment qui se compacte dans votre estomac. Vous vous sentez plein, mais vous êtes en réalité en train de mourir de faim, votre corps luttant pour extraire le moindre nutriment d'un amalgame indigeste. C'est une forme de malnutrition sophistiquée, une inanition à ventre plein. C'est le génie du commerce, vous vendre à la fois le produit et la maladie qui va avec. Le ragoût du soir est encore plus aventureux. Cette viande filandreuse qui flotte dans un bouillon trouble et trop épicé, quelle est son origine? Un bœuf mort de maladie? Un cheval de trait trop vieux pour tirer une charrette? Un chien errant un peu trop lent? Les épices ne sont pas là pour le goût, elles sont là pour masquer l'odeur et le goût de la décomposition. Vous mâchez, vous avalez, en priant les dieux pour que votre estomac soit plus robuste que la morale du cuisinier. La dysenterie est une conséquence si fréquente qu'elle n'est même plus considérée comme une maladie, mais comme une simple phase de la digestion. Vous apprenez à juger la qualité d'un repas non pas à son goût, mais à la violence des crampes qui s'ensuivent. La question n'est pas de savoir ce que vous mangez, mais ce qui vous mangera de l'intérieur demain. Et lorsque votre corps, usé par le travail et empoisonné par la nourriture, finit par céder, lorsque la fièvre vous prend ou qu'une plaie refuse de guérir, vous découvrez le monde fascinant de la médecine pour les pauvres. Lucius ne va pas dépenser un sesterce pour un vrai médecin. Il fera appel à une vieille femme du quartier, qui prétend parler aux esprits et connaître les secrets des herbes. Pour votre infection, elle vous appliquera un cataplasme chaud fait de bouse de vache et de toile d'araignée, en marmonnant des incantations à une divinité oubliée. Pour votre fièvre, elle vous recommandera de porter une amulette contenant l'orteil séché d'un crapaud. Chaque remède est un voyage dans l'absurde, une compétition entre la maladie et le traitement pour savoir lequel vous achèvera le premier. Vous entendez des histoires, des croyances qui vous semblent folles, mais que tout le monde ici accepte comme une évidence. Le sang d'un gladiateur fraîchement égorgé, bu encore chaud dans l'arène, serait le remède souverain contre le astérisque mal sacré, l'aile, épilepsie. Une dent de loup portée en collier, éloignerait les mauvais esprits et les cauchemars. Pour guérir de la jaunisse, il faudrait regarder fixement un oiseau jaune, comme le loriot, jusqu'à ce que l'oiseau s'envole en emportant la maladie avec lui. Vous vivez dans un monde où les lois de la physique sont des suggestions, mais où les superstitions ont force de loi. Vous êtes entouré de dangers réels et tangibles, et les seules protections qu'on vous offre sont des fantasmes et des placebos dégoûtants. Dans ce monde, le seul véritable poison est l'espoir, et le seul antidote est une mémoire très, très courte. Le véritable champ de bataille n'est pas dans la mine ou sur un échafaudage précaire, il est à l'intérieur de vous. C'est une guerre silencieuse, menée par des envahisseurs invisibles contre lesquels votre corps, affaibli par le labeur et la malnutrition, n'a que peu de défense. Vous voyez ces premières victimes tous les jours. C'est d'abord une toux, discrète, presque polie. Puis elle devient plus profonde, plus rauque, une toux caverneuse, qui semble venir des profondeurs de la terre. C'est la phtisie, la consomption. La tuberculose. Elle s'installe sans bruit, comme un locataire indésirable, et commence à dévorer son hôte de l'intérieur. Vous voyez vos compagnons maigrir, leurs joues se creuser, leurs yeux devenir brillants d'une fièvre qui ne les quitte plus. Leur peau devient translucide, parcheminée. Ils continuent de travailler, plus lentement, le souffle court, jusqu'au jour où ils crachent du sang, une fleur rouge et effrayante dans la poussière. C'est la signature de la maladie, son sceau final. À partir de là, la fin est rapide. Lucius ne les regarde plus comme des travailleurs, mais comme des bougies qui se consument trop vite. Puis il y a la fièvre des camps, le typhus. Elle ne s'annonce pas.
Elle frappe. Un matin, un homme robuste se plaint d'un mal de tête. À midi, il grelotte de fièvre sous le soleil, sa peau est brûlante. Le soir, il délire, marmonnant des mots dans une langue oubliée, ses yeux fixant des horreurs que lui seul peut voir. Des taches sombres, violacées, apparaissent sur son torse et ses membres, comme si son sang avait décidé de fuir ses veines pour épancher sous la peau. C'est une maladie de la promiscuité, de la saleté, un produit dérivé de votre condition même. Elle se propage à travers les poux qui infestent la paille, les couvertures, les vêtements. C'est l'ennemi invisible qui prospère dans l'entassement. Quand le typhus s'installe dans l'enclos, c'est comme un feu de paille. Il consume les corps les uns après les autres, transformant le dortoir en une antichambre de l'enfer, remplie de gémissements et de l'odeur âcre de la sueur fiévreuse. C'est le redémarrage forcé du système, mais sans aucune garantie de rallumage. Et parfois, une horreur encore plus spectaculaire se manifeste. La variole. La petite vérole. Cela commence aussi par une fièvre, mais ce qui suit est une éruption. D'abord de petites taches rouges, puis des cloques qui enflent, se remplissent d'un liquide trouble, purulent. Le visage, les mains, le corps entier se couvrent de ces pustules douloureuses. Vous, veine, êtes plus un être humain, mais une grappe de raisin malade, une créature monstrueuse que même vos compagnons d'infortune évitent avec effroi. La démangeaison est une torture, mais se gratter, c'est la certitude de garder des cicatrices profondes, des cratères qui marqueront votre visage pour toujours. Si vous survivez, et beaucoup n'y survivent pas, vous êtes un produit visiblement défectueux. Votre visage devient le témoignage permanent de votre passage aux portes de la mort. Certains perdent la vue, les paupières soudées par l'infection. Vous devenez un fantôme parmi les vivants, un rappel constant que les dieux aiment parfois peindre leurs chèvres, œuvre avec la plus grande des cruautés. Quant aux maux de ventre, ils ne sont pas une maladie, mais un état de fait. Une simple conversation de tous les jours. L'intoxication alimentaire est la bande-son de votre digestion. Les crampes qui vous tordent en deux au milieu de la nuit, la nausée qui vous submerge, les visites humiliantes et fréquentes au-dessus du fossé qui sert de latrine. La dysenterie vous vide, vous laisse faible, déshydraté, avec une sensation de feu dans les entrailles. Vous apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs, à anticiper la trahison de votre propre corps. Vous voyez des hommes et des femmes s'affaiblir en quelques jours, leur corps étant plus capable de retenir ni l'eau ni la nourriture. Ils se dessèchent de l'intérieur, une faim pathétique et sans gloire, causée par un morceau de viande douteuse ou une gorgée d'eau contaminée. C'est la loterie quotidienne, un jeu où le seul lot à gagner est de se réveiller le lendemain sans avoir à courir dehors avant le lever du soleil. Un jour votre propre corps décide que la plaisanterie a assez duré. La fièvre vous prend, une fièvre tenace qui transforme votre paillasse en un brasier, puis en un glacier. Vous ne pouvez plus travailler. Lucius vous examine, non pas avec inquiétude, mais avec l'œil froid d'un comptable. Il pèse le coût de votre nourriture contre la probabilité de votre rétablissement. Vous n'êtes pas assez malade pour qu'il vous abandonne, mais vous êtes trop malade pour être utile. Il y a une solution intermédiaire. Un endroit pour les outils cassés qui pourrait peut-être être réparé. On vous porte jusqu'ici, à une charrette. Le voyage est un supplice, chaque chaos envoyant des ondes de douleur à travers votre corps. Vous arrivez devant un long bâtiment bas, près de la rivière. C'est le Valetudinarium astérisque, l'hôpital. Un mot qui sonne presque rassurant, mais dont la réalité est tout autre. La première chose qui vous frappe en entrant, c'est l'odeur. Un mélange complexe et écœurant de sang séché, de puces, d'urine, de plantes médicinales macérées et de mort imminente. C'est une odeur si épaisse que vous avez l'impression de pouvoir la mâcher. Le son qui suit est une symphonie de la souffrance. Des gémissements bas et continus, des toux déchirantes, des cris brefs lors d'un soin particulièrement douloureux. Et par-dessus tout, le bourdonnement des mouches, les véritables maîtresses des lieux. La salle est longue et sombre, la lumière ne pénétrant que par de hautes fenêtres étroites. Des lits de camp en bois sont alignés de chaque côté, si proches les uns des autres, que vous pourriez toucher vos voisins sans même tendre le bras. Sur chaque lit, une forme humaine, dans un état variable de décomposition. Bienvenue dans l'atelier de réparation. On vous dépose sans ménagement sur un lit vacant, dont la paillasse est tachée des fluides du précédent occupant. La couverture est rêche, et sans le renfermer. Vous êtes maintenant un patient. Votre journée commence bien avant l'aube, lorsque le froid humide de la rivière s'infiltre dans la salle et réveille vos douleurs. Il n'y a pas de douce transition vers ciel, éveil. Juste une conscience brutale de votre propre misère. Un assistant passe, un vieil esclave qui a survécu à tout et éprouve plus la moindre compassion. Il vous tend une écuelle d'une bouillie d'orge tiède et une coupe d'eau. C'est la même nourriture insipide à l'enclos, mais en plus petite quantité.
L'idée n'est pas de vous guérir par l'alimentation, mais de vous empêcher de mourir de faim avant que la maladie n'ait eu le temps de le faire. Puis vient le astérisque médicus astérisque. Ce n'est pas un homme de science, mais un artisan. Un technicien du corps humain. Il a appris son métier sur les champs de bataille ou en disséquant des animaux. Il passe rapidement d'un lit à l'autre, suivi de ses assistants. Il ne vous demande pas comment vous vous sentez. Il regarde la couleur de votre peau, tâte votre front, examine votre langue, sent votre haleine. Son diagnostic est rapide, souvent erroné, mais toujours énoncé avec une confiance absolue. Pour lui, le corps est une simple mécanique des humeurs. Trop de sang? Il faut saigner. Trop de bile noire? Il faut purger. La solution est presque toujours une soustraction. Retirer le mal, même si cela signifie retirer une bonne partie de la vie avec. Votre voisin de lit a une jambe blessée, une plaie qui s'est infectée et qui dégage une odeur douceâtre de pourriture. La gangrène. Le astérisque médicus astérisque l'examine et prononce la sentence d'un ton neutre, il faut couper. Les assistants amènent l'homme au centre de la pièce, sur une table en bois massif couverte de taches sombres. On ne lui donne rien pour la douleur, si ce n'est un morceau de cuir à mordre, et 4 hommes pour le maintenir fermement. Le chirurgien sort ses outils, des scies, des couteaux et des crochets qu'il nettoie sommairement avec un chiffon. Le spectacle commence. Vous ne pouvez pas détourner le regard. Le premier cri de l'homme, lorsque la lame entaille sa chair, est un son inhumain qui se grave dans votre mémoire. Le son de la scie sur l'os est la chose la plus horrible que vous ayez jamais entendue. C'est un bruit humide et grinçant, un rythme régulier qui semble durer une éternité. L'odeur du sang frais remplit la salle, une odeur métallique et chaude qui se mêle à la puanteur ambiante. Les assistants luttent pour maintenir l'homme qui se débat avec lesquels, énergie du désespoir. Puis, avec un craquement final, la jambe est séparée du corps. Mais ce n'est pas fini. Le chirurgien prend un fer chauffé au rouge dans un brasero, et l'applique sur le moignon pour cautériser la plaie. La chair grésille, une fumée âcre élève, et l'homme perd enfin connaissance. Les assistants le ramènent sur son lit, jettent la jambe dans un seau et passent à la suite, comme si de rien était. C'est la médecine en action. Efficace, brutale et terrifiante. La journée étire dans une monotonie angoissante. Le temps est rythmé non pas par le soleil, que vous ne voyez que par bribes, mais par les routines de l'hôpital. Le changement des bandages sales, qui arrachent des gémissements à chaque fois. La distribution d'infusions amères, à base de plantes dont personne ne connaît vraiment les effets. Les prières marmonnées à Esculape, le dieu de la médecine, qui semble être particulièrement sourd dans cet endroit. Vous écoutez les conversations des autres patients, des histoires de blessures, de maladies, des rumeurs sur ceux qui sont sortis d'ici, vivants ou morts. La plupart sont morts. L'hôpital n'est pas un lieu de guérison, c'est un lieu de tri. Le milieu de l'après-midi est le moment le plus calme. La plupart des patients somnolent, épuisés par la fièvre ou la douleur. Le silence n'est rompu que par la toux incessante d'un homme atteint de phtisie au fond de la salle. C'est un son régulier, presque métronomique, le compte à rebours de sa propre vie. Vous fermez les yeux, et vous laissez dériver. Votre fièvre vous emporte dans des rêves étranges, des visions confuses, où les rues de Lutèce se mélangent aux souvenirs de votre vie d'avant. Vous flottez dans un entre-deux, ni vraiment vivant, ni tout à fait mort. C'est peut-être cela, la guérison, une accoutumance progressive à l'idée de sa propre disparition. Le soir arrive. Avec lui, la ronde des assistants qui viennent chercher les morts de la journée. Ils le font sans cérémonie, enroulant les corps dans leur propre couverture, et les emportant sur une civière. Personne ne dit un mot. Chaque départ est un rappel silencieux de la précarité de votre propre existence. Le lit vide est aussitôt nettoyé sommairement et un nouveau patient y est installé, un autre corps cassé venu prendre sa place dans la longue file d'attente vers l'au-delà. Le cycle de la souffrance est ininterrompu, la matière première ne manque jamais. La nuit est la pire partie. Les lampes à huile projettent des ombres dansantes qui transforment la salle en une caverne peuplée de monstres. Le froid devient plus mordant. La douleur que la distraction de la journée aidait à supporter revient avec une intensité renouvelée. Les gémissements deviennent plus forts, plus désespérés. Il n'y a pas de sommeil profond, juste des phases de somnolence interrompues par un cri, une toux, ou le bruit d'un corps qui se vide dans un seau. Vous êtes seul avec votre peur, dans une obscurité partagée par des dizaines d'autres solitudes. Vous priez non pas pour guérir, mais simplement pour voir le soleil se lever encore une fois. Si la science du astérisque médicus astérisque vous effraie, il existe des alternatives. Parfois, une femme se faufile dans l'hôpital. C'est une sage-femme, ou une guérisseuse. Elle n'a pas de scalpel ni de scie. Ses outils sont des sachets d'herbes séchées, des racines noueuses, des amulettes et des incantations. Elle s'approche de votre lit, ses mains sentant la terre et les plantes. Elle vous parle d'une voix douce, vous pose une main fraîche sur le front, vous donne une potion au goût,
écorce et de miel à boire. Ces remèdes sont peut-être inefficaces, mais sa présence est un réconfort. Elle traite non seulement le corps, mais aussi l'esprit effrayé. Elle représente une médecine plus ancienne, plus intuitive, une connexion avec les forces de la nature, que la science romaine, si fière de sa logique, a oubliée. En dehors de ces murs, la vie et la mort continuent leur danse. Les femmes accouchent dans leur quartier, aidées par ces mêmes sages-femmes. L'accouchement est une épreuve dangereuse pour la mère, comme pour l'enfant. Une femme sur 10 ne survit pas à l'épreuve. Un enfant sur 3 n'atteint pas son premier anniversaire. La mort est une compagne de tous les instants, dès le premier souffle. Les sages-femmes ont leur propre technique, transmise de mère en fille. Des massages, des positions spécifiques, des herbes pour calmer la douleur, ou accélérer le travail. Mais face à une complication, elles sont aussi démunies que le astérisque médicus astérisque. Elles ne peuvent que prier Junon, la protectrice des naissances, et espérer. Et quand toutes les prières, toutes les herbes et toute la science ont échoué, il reste la dernière destination, le cimetière, ou plutôt, les cimetières. Les citoyens riches ont de somptueux tombeaux le long des routes principales, des monuments, pour s'assurer que leur nom ne sera pas oublié. Mais pour vous, pour les esclaves, les pauvres, les anonymes, il y a les fosses communes. Un grand trou creusé en dehors de la ville, où les corps de l'hôpital et des quartiers misérables sont jetés pêle-mêle, sans nom, sans rituel. On les recouvre d'une fine couche de chaux pour accélérer la décomposition et limiter les odeurs, avant que la prochaine charretée de corps n'arrive. Votre vie a commencé comme une marchandise, et elle se termine comme un déchet. Votre valeur, une fois tombée à zéro, vous rend même indigne d'un simple nom gravé dans la pierre. Vous êtes plus qu'une matière organique retournant à la terre indifférente de Lutèce. Contre toute attente, vous survivez. Non pas grâce aux soins éclairés du astérisque médicus, dont les saignées et les purges semblaient surtout destinées à accélérer le voyage vers l'au-delà, mais par une sorte d'obstination tenace de votre propre corps. Votre fièvre tombe, vos plaies se referment, et un matin, Lucius vient vous inspecter comme on vérifierait une poterie recollée. Il vous tâte, vous fait marcher, et décide, avec un grognement qui tient lieu de satisfaction, que l'outil est de nouveau fonctionnel. Votre sortie du astérisque valetudinarium astérisque n'a rien de triomphal. C'est un simple transfert administratif. Vous retrouvez l'air de Lutèce, un mélange familier de boue, de fumée de bois, et d'humanité, qui vous paraît presque pur et vivifiant après les miasmes concentrés de l'hôpital. Vous êtes de retour dans le grand mécanisme, une pièce détachée qui a été sommairement réparée et remise en circulation. De retour dans l'enclos, vous réapprenez la grammaire de la rue, un langage complexe fait de regards, de postures et de silence. Vous comprenez qu'il existe une hiérarchie bien plus subtile que celle du maître et de l'esclave. Il y a les affranchis, anciens esclaves, qui arborent leur liberté avec une fierté fragile. Les artisans libres, qui vous ignorent avec un mépris étudié. Les soldats en permission, dont l'arrogance n'a d'égal que leur soif de vin bon marché. Et les citoyens romains, drapés dans leur toge et leur certitude d'appartenir à l'axe du monde. Vous êtes en bas de cette pyramide, et même les mendiants et les prostituées, marqués du sceau de l'aile, astérisque infamia astérisque, le déshonneur public, ont sur vous le privilège de leur liberté. Vous apprenez à baisser les yeux, à vous effacer contre les murs, à devenir une ombre, pour éviter le coup de pied ou l'insulte gratuite. Votre existence sociale est une négation permanente. Le monde qui vous entoure est tissé de fils invisibles, de forces occultes et de superstitions qui régissent chaque acte du quotidien. Vous voyez un marchand cracher dans le pli de sa toge, pour détourner le mauvais œil après avoir reçu un compliment sur son étal. Une femme enceinte évite de croiser un convoi funéraire, de peur que la mort ne jette son ombre sur la vie qu'elle porte. Chaque matin devant les petites chapelles de carrefour dédiées aux Lares, les esprits protecteurs du foyer, des gens déposent une pincée de farine ou une goutte de vin pour s'assurer une bonne journée. Renverser le vin à table est un présage funeste, qu'il faut conjurer par des formules précipitées. Vous vivez dans une réalité où les dieux sont partout, dans chaque courant d'air, chaque craquement de bois, chaque ombre qui cesse, étire. Et ces dieux sont capricieux, susceptibles, et exigent une attention de tous les instants. La taverne est le cœur battant de cette vie sociale, un microcosme bruyant et malodorant de Lutèce. Vous y êtes parfois envoyé pour livrer du bois, ou nettoyer le sol jonché de détritus et d'os à ronger. L'air y est si épais qu'on pourrait le découper au couteau, un mélange de vin aigre, de sueur, de fumée de cuisine et d'espoir déçu. Des légionnaires jouent au dé, claquant leurs gobelets en cuir sur les tables en bois brut, et jurant contre la déesse Fortuna. Des marchands gaulois, la mine rougeaude, concluent des affaires à grand renfort de gestes et de cris. Dans un coin, un musicien joue d'une lyre désaccordée, chantant les exploits d'un héros mythologique, ou une chanson aux paroles si obscènes, qu'elles font rire même les serveuses les plus blasées. Vous restez en périphérie de cette chaleur humaine, invisible,
écoutant les rumeurs qui naissent et meurent entre deux chopes. Un nouveau gouverneur serait en route, les Pictes auraient encore attaqué le mur d'Adrien, où le pain de tel boulanger contiendrait plus de sable que de farine. Puis vient le temps du chaos ordonné, la soupape de sécurité de la société, les Saturnales. Pendant quelques jours en décembre, le monde est mis sens dessus-dessous. Les tribunaux ferment, les guerres sont suspendues, et, plus stupéfiant encore, les maîtres servent leurs esclaves à table. Vous voyez Lucius, le visage grimaçant, vous apporter votre écuelle et vous verser du vin. C'est une mascarade, un jeu de rôle à Poulatraba, échelle de la cité. Vous avez le droit de parler librement, de vous moquer de vos maîtres sans crainte du fouet. Mais cette liberté est un prêt à durée très limité, une illusion qui rend le retour à la normale encore plus brutal. La fête est partout dans les rues. Les gens s'offrent de petits cadeaux, des figurines en terre cuite, et portent le astérisque pileux, le bonnet des affranchis. C'est une explosion de joie forcée, une folie collective et temporaire qui ne sert que à mieux réaffirmer l'ordre immuable des choses une fois le dernier tonneau de vin vidé. Vous assistez, de loin, à une autre forme de transaction, infiniment plus respectable, mais tout aussi calculée. Un mariage. Ce n'est pas une affaire de cœur, mais une alliance entre deux familles. Vous voyez la procession traverser la place. La mariée, le visage couvert d'un voile couleur de flamme, le astérisque flammeum astérisque, marche entre deux jeunes garçons, tandis que des porteurs de torches illuminent son chemin. La foule chante des hymnes, lance des noix aux enfants. Tout est spectacle. Une performance publique destinée à sceller un contrat. Vous entendez les formules rituelles, les promesses échangées, qui ressemblent étrangement aux clauses de garantie de votre propre vente. C'est la même logique commerciale, mais enrobée de religion et de tradition. Pour vous, qui ne pouvez ni vous marier, ni avoir d'enfants reconnus, ce spectacle est celui d'un monde parallèle, un univers dont vous êtes le décor mais jamais l'acteur. La mort pour un citoyen est un autre spectacle, le dernier acte d'une pièce bien orchestrée. Un jour vous croisez un cortège funèbre. Il est mené par des musiciens jouant des airs lugubres et des pleureuses professionnelles, les astérisques praefficae astérisques, qui se frappent la poitrine et s'arrachent les cheveux avec un talent dramatique consommé. Derrière elle, la famille du défunt, vêtue de sombre, et des acteurs portant les astérisques imaginent, les masques de cire des ancêtres illustres de la famille. C'est une affirmation de lignage, une façon de dire que même dans la mort, cet homme appartient à une histoire, à une dynastie. Le corps sera incinéré sur un bûcher extravagant, et ses cendres placées dans une urne au sein d'un tombeau familial. Vous repensez aux corps anonymes de l'hôpital, enroulés dans leur couverture, et jetés dans une fosse commune. Même dans l'au-delà, il y a les citoyens et les autres. Mais la religion a ses égouts, ses pratiques souterraines loin des temples et des processions. C'est le domaine de la magie noire, de la superstition vengeresse. Un jour, en creusant un fossé près d'un vieux cimetière, votre pelle heurte quelque chose de métallique. C'est une astérisque défixio astérisque. Une tablette de plomb, fine comme une feuille. Vous la dépliez avec curiosité. Y sont gravés, dans un latin maladroit et plein de fautes, des noms et une série de malédictions terribles, invoquant les dieux des enfers pour paralyser les membres d'un rival, rendre muet un avocat adverse, ou faire échouer le commerce d'un voisin. La tablette a été pliée et transpercée d'un clou, un geste symbolique pour fixer le sort. Vous la laissez tomber, un frisson glacé parcourant votre échine. C'est la prière des sans-voix, l'arme des faibles, une preuve que la haine et le ressentiment trouvent toujours un moyen de s'exprimer, même dans le silence de la terre. L'absurdité est une compagne de tous les instants, surtout quand elle touche à l'intimité. Vous découvrez les latrines publiques, l'un des rares luxes offerts par Rome à ces villes. C'est un grand bâtiment, où une longue banquette de marbre est percée d'une vingtaine de trous. Il n'y a aucune séparation. Les hommes s'assoient là, côte à côte, pour faire leurs besoins tout en discutant des dernières nouvelles, en négociant un contrat, ou en invitant un ami à dîner. C'est un club social, un lieu de convivialité où la pudeur n'a pas sa place. Cette promiscuité physique déconcertante contraste violemment avec la rigidité des codes sociaux à l'extérieur. Vous pouvez partager votre moment le plus intime avec un inconnu, mais vous ne pouvez pas lui adresser la parole sur le forum s'il n'est pas de votre rang. C'est un monde où l'on lave son linge sale en public, littéralement, mais où l'on cache soigneusement les taches de son âme. La fête est éteinte, les rituels s'achèvent, les conversations des latrines se taisent. Chaque soir vous retournez dans le silence de l'enclos. Le bruit de la ville, cette rumeur constante faite de vie, de commerce et de croyances, s'estompe pour laisser place au bruit de votre propre misère. La toux d'un voisin, le grattement des rats dans la paille, le murmure d'un rêve dans une langue que vous ne comprenez pas. Ces incursions dans le monde social de Lutèce ne font que souligner votre isolement. Vous avez vu leurs fêtes, leurs mariages, leurs enterrements, mais vous n'y avez jamais participé. Vous êtes un fantôme qui hante leur réalité, un outil nécessaire à leur confort, mais totalement étranger à leur communauté. Vous êtes dans la ville,
mais vous êtes pas de la ville. Et dans cette solitude, vous comprenez que le tabou le plus puissant, le mur le plus infranchissable, n'est pas fait de pierre, mais du simple fait que pour eux, vous n'êtes pas tout à fait humain. Les siècles passent sur Lutèce comme des couches de sédiments, recouvrant la boue, les cris, et la sueur d'une fine poussière d'oubli. Votre histoire, et celle des millions d'anonymes qui l'ont partagée, semble être dissoute dans le grand fleuve du temps. Pourtant, rien ne disparaît vraiment. Des voix élèvent, d'abord timides, dans le luxe des villas romaines. Des philosophes stoïciens, comme Sénèque, osent écrire que l'esclave est un homme, qu'il a une âme, qu'il est un ami d'humble condition. Ces idées sont d'abord des curiosités intellectuelles, des sujets de conversation pour dîner mondains, aussi exotiques qu'un plat de langue de flamand rose. Mais ces mots, une fois prononcés, commencent leur lent travail de sape. Ils s'infiltrent dans les esprits, fissurent les certitudes. Puis, une nouvelle religion venue d'Orient murmure une histoire encore plus étrange. Un Dieu fait homme, qui a vécu parmi les pauvres et les déshérités, promettant un royaume où les derniers seront les premiers. Une idée si absurde, si subversive, qu'elle ne peut que prospérer dans le terreau de la misère. Ces changements ne sont pas des révolutions. Ce sont des marées lentes, imperceptibles. Des lois sont votées, non par bonté de rêve, mais par pragmatisme. Un édit interdit de mettre à mort un esclave sans jugement. Un autre accorde le droit de se plaindre d'un maître trop cruel auprès d'un magistrat. La petite planchette de bois autour de votre cou, cette fiche technique de votre déshumanisation, perd peu à peu sa valeur légale. La notion de vice caché s'applique de moins en moins à un être humain, et de plus en plus aux poteries et aux vins avec lesquels vous partagiez l'estrade. Ce ne sont que de petites victoires, des brèches minuscules dans la forteresse de la servitude, mais à travers elles, une lumière nouvelle commence à filtrer. L'idée folle que votre corps n'est pas un simple outil, qu'il n'est pas une marchandise, commence à germer. C'est une graine qui mettra des siècles à pousser, dans un sol gorgé de sang et d'injustice, mais elle est plantée. Si aujourd'hui vous pouvez mordre dans un pain frais sans craindre la sueur ou le plâtre, c'est parce que le souvenir fantomatique de ces estomacs noués par la faim a fini par engendrer des lois sur la sécurité alimentaire. Chaque norme d'hygiène, chaque contrôle sanitaire est une réponse tardive aux prières silencieuses du boulanger au visage brûlé et à l'estomac vide. Si vous travaillez dans un bureau ou une usine où l'air est respirable, c'est que le silence est enfin fait sur la toux caverneuse des mineurs et des fileuses, laissant un vide que les législateurs ont dû combler. Le droit des pauses, la limitation du temps de travail, le concept même de sécurité sur le lieu de travail, tout cela est un monument invisible, bâti sur les os brisés, les poumons pétrifiés et les membres broyés de cette main-dit œuvre silencieuse. Leur souffrance est devenue l'encre invisible avec laquelle ont été rédigés les codes du travail moderne. Chaque aspect de votre confort actuel porte en lui, écho inversé de leur labeur. Le harnais qui retient l'ouvrier sur un gratte-ciel est tissé des fils de toutes ces chutes silencieuses depuis les échafaudages de Lutèce. L'anesthésie qui vous plonge dans un sommeil sans douleur, avant une opération, est la réponse de la science au cri inhumain qui résonnait dans le * valetudinarium *. Chaque antibiotique est une victoire sur les infections, qui rongeaient les jambes des femmes dans les * Fulonicae *. Vous vivez dans un monde qu'ils ont bâti, non pas par leur création, mais par leur absence, par le vide qu'a laissé leur souffrance. Ils sont les fondations anonymes de votre sécurité, le sacrifice oublié qui a rendu votre bien-être possible. Leur héritage n'est pas dans la pierre des monuments, mais dans la banalité de votre quotidien protégé. Le langage lui-même conserve la cicatrice de cette époque. Le mot « travail » dérive du latin * tripalium, un instrument de torture à 3 pieux. Chaque fois que vous l'utilisez, vous évoquez sans le savoir la douleur originelle associée à l'effort. La notion de capital humain, si chère aux entreprises modernes, n'est qu'une version aseptisée et technocratique de la logique de Lucius, qui évaluait votre valeur en sesterces et calculait la rentabilité de vos soins. La garantie contre les vices cachés n'a pas disparu. Elle s'est métamorphosée en test de personnalité, en vérification des antécédents, en une quête obsessionnelle de l'employé parfait, sans faille, sans propension à la fuite. La déshumanisation a simplement changé de costume. Elle est devenue plus subtile, plus psychologique, mais sa grammaire fondamentale reste la même. Alors, ce soir, tandis que le monde moderne s'estompe à nouveau, laissez cette dernière pensée vous accompagner. L'histoire de cet esclave sans nom n'est pas juste une histoire du passé. C'est une partie de la vôtre. Le fait que vous puissiez écouter ce récit, que votre corps vous appartienne, que votre esprit soit libre de vagabonder, est le résultat d'une lutte longue de 2000 ans. Une lutte menée non pas par des généraux et des empereurs, mais par la résistance silencieuse et obstinée de millions de corps qui ont refusé d'être de simples objets. Leur souvenir n'est pas une accusation, mais une invitation à la gratitude. Une invitation à sentir la solidité du sol sous vos pieds, la douceur de vos draps,
la pureté de l'air que vous respirez. Car dans chacun de ces détails se trouve écho apaisé de leur monde de souffrance. Et maintenant, laissez le silence se faire. Dormez bien.